Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 10 septembre, les survols de l'espace aérien européen par des drones ou des chasseurs russes se multiplient. Au Danemark, en Norvège, en Roumanie ou encore en Pologne. Le Danemark, qui accueille un sommet européen les 1er et 2 octobre, a décidé d'interdire tous les vols de drones pendant une semaine pour détecter plus facilement d'éventuelles intrusions. Que cherche à faire la Russie avec ses survols ? Faut-il s'en inquiéter ? Pourquoi parle-t-on autant des drones dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec Robin Corda du service international et Charles de Saint-Sauveur qui dirige ce service. La défense anti-aérienne ne les a pas tous interceptés, car ce sont des centaines de drones et de missiles qui se sont abattus sur Kiev et ailleurs en Ukraine. Dans cet épisode de Code Source, on va voir que les violations de l'espace aérien européen par des appareils russes ou supposés russes se multiplient ces dernières semaines. On va voir s'il faut s'en inquiéter et dans quelle mesure. Mais dans cet épisode, on va aussi beaucoup parler des drones. Robin Corda, au mois de février 2024, vous avez fait un reportage pour Le Parisien avec des Ukrainiens qui programmaient un drone à Mykolaïv, dans le sud du pays. Racontez-nous ça. Ce jour-là, je suis avec une petite unité. Il y a 3 ingénieurs et 1 pilote de drone et ils testent un nouveau prototype. Ce drone, il doit faire un peu moins de 2 mètres d'envergure. Il ressemble à un avion en mousse et il doit voler de manière autonome. Donc le pilote programme un plan de vol sur un petit ordinateur. Je me souviens qu'il le fait assis à l'arrière d'un pick-up et ensuite le drone doit parcourir plus de 100 km presque tout seul en fait dans les airs. Et d'un mot, ce jour-là, ce drone, il ne décolle pas. Non, il ne décolle pas et ça montre qu'à l'époque, l'Ukraine est un immense laboratoire avec beaucoup d'ateliers semi-artisanaux où des ingénieurs bricolent ces engins qui s'apprêtent à révolutionner le champ de bataille. Il y a évidemment d'autres types de drones. On parle d'appareils qui font quelle taille et qui ressemblent à quoi ? Il y a toute une galaxie de drones. Il y a des drones vraiment petits, qu'on appelle les micro-drones ou nano-drones. Ça peut peser seulement quelques dizaines ou centaines de grammes et ça peut servir à des missions, par exemple, de surveillance. Et puis, il y a des drones qui sont des quadricoptères, donc qui ressemblent en fait aux drones qu'on trouve dans les commerces. Voilà, ils font 50 cm d'envergure et ils peuvent servir à larguer par exemple, des grenades ou des projectiles sur le champ de bataille. Et ensuite, il y a des drones beaucoup plus imposants, comme le drone dont on parlait juste avant, qui ressemblent en fait à des avions et qui sont en matière composite, en polystyrène ou en mousse. Et comment ils se pilotent ? Alors, il y a beaucoup de drones qui se pilotent avec un casque dans lequel on voit les images du drone. C'est ce qu'on appelle les FPV pour First Person View. Et ensuite, il y a d'autres drones qui sont programmés sur ordinateur pour voler de manière autonome et donc éviter le brouillage et rester discret. Avec les drones, dans cette guerre, l'Ukraine a pu réaliser plusieurs coups d'éclat. Par exemple, en 2023, le 30 mai, Moscou a été attaqué. Moscou qui est à 500 km environ de la frontière avec l'Ukraine. Alors ce jour-là, il y a une trentaine de drones qui fondent sur la capitale russe. C'est une opération assez spectaculaire. Il y a des engins qui se dirigent vers les quartiers huppés de Moscou où réside une partie de l'élite politique russe. C'est vraiment un coup d'éclat de l'Ukraine, même si Kiev officiellement réfute toute implication dans cette opération. Ces drones, ils sont beaucoup moins chers que des missiles ou évidemment que des avions de chasse. Oui, c'est tout l'enjeu en fait. Une attaque par drone, ça coûte quelques centaines, quelques milliers d'euros. Un missile, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et un avion de chasse, c'est encore un ordre de grandeur au-dessus. Donc c'est vraiment la nouvelle arme puisqu'elle allie un grand pouvoir de nuisance avec un coût de fabrication très faible. Charles de Saint-Sauveur, Moscou utilise aussi des drones dans cette guerre. Oui, ils utilisent des drones, ils sont même très en pointe après avoir accusé un certain retard par rapport à l'Ukraine qui en avait fait vraiment un peu le fer de lance de sa défense face à la Russie. Ils sont experts en matière de brouillage de drones. Ils ont construit une sorte de mur sur lequel les Ukrainiens ont buté lors de leur contre-offensive de l'été 2023 et également très fort en drones filaires. C'était des drones équipés d'un fil très fin en fibre optique qui se déroule comme une bobine dans une canne à pêche et qui permet de ne pas être détecté. Ça,
c'est un immense avantage aujourd'hui sur le terrain, sans compter qu'effectivement, ils produisent maintenant à une échelle vraiment industrielle de masse. Et en plus, les Russes bénéficient d'un grand apport venu d'Iran, les drones Shahed. On parle beaucoup de la bataille de l'air, on n'entend pas parler par contre de grandes avancées sur le terrain. Pourquoi d'après vous ? À cause de cette bataille de l'air, elle est tellement omniprésente. Les drones aujourd'hui, c'est absolument central dans la guerre en Ukraine. On dit que c'est 14-18, mais avec les drones. Ils surveillent tout, les drones. Ils surveillent les mouvements de troupes, ils surveillent les avancées même individuelles, ils surveillent les blindés. Et non seulement ils les surveillent, mais ensuite ils les tapent. Ça fige en quelque sorte la bataille sur le terrain. Et l'un des grands enjeux aujourd'hui de cette guerre, c'est de savoir comment déverrouiller le champ de bataille, de rendre les drones inopérants et de pouvoir ensuite avancer sur terre. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, la Pologne est survolée par une vingtaine de drones russes. La Pologne, qui est un pays membre de l'Union européenne depuis 2004. Charles de Saint-Sauveur, décrivez-nous cette intrusion. Alors, ce sont des drones, on n'a pas très bien compris tout de suite si ils venaient de Russie. Il y en a certains qui venaient de Biélorussie apparemment. Donc il y a toujours un mystère qui enveloppe cette intrusion. On sait qu'il y en a entre 19 et 23 qui ont pénétré le ciel polonais. C'est pas la première fois évidemment que ça se passe, mais de façon aussi massive, c'est une première. On sait aussi que environ 3 à 4 drones ont été abattus. Pour le reste, effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent mystérieuses. Comment réagissent la Pologne et les autres pays européens ? Ils ont tout de suite des prises de position qui dénoncent une intrusion absolument scandaleuse, une nouvelle provocation de la Russie, des choses inadmissibles. Alors, outre les destructions, la Pologne, qui est très ferme sur la question de la menace russe, a décrété mobiliser plusieurs milliers de soldats pour montrer qu'elle ne se laisserait pas faire. Romain Corda, un jour plus tard, le 11 septembre, les radars lituaniens repèrent un objet volant non identifié. Oui, et l'aéroport international de Vilnius est fermé quelques heures. C'est un contexte très tendu puisque 2 drones se sont déjà écrasés dans le pays en juillet, dont l'un était chargé d'explosifs. Donc on est dans une séquence de tests permanents des défenses européennes. Le samedi 13 septembre, nouvelle intrusion en Europe, cette fois dans l'espace aérien de la Roumanie. Pendant près de 50 minutes, il y a un drone russe qui survole l'est du pays. Il est pris en chasse par 2 avions de combat roumains et puis finalement le drone s'en va vers l'Ukraine. Après cette séquence, il y a un débat qui émerge notamment en Roumanie mais plus largement en Europe, c'est est-ce qu'il aurait fallu abattre ce drone ? Et justement, pourquoi on ne les abat pas ? Alors d'abord parce qu'un drone, on peut difficilement deviner ses intentions, donc il y a un petit temps de réaction pour savoir s'il est hostile ou non, d'où est-ce qu'il vient, etc. Et puis ensuite, c'est dangereux parce qu'il peut retomber sur des habitations. Quand il vole près d'un aéroport, il peut toucher, pourquoi pas, des dépôts de carburant, etc. Donc c'est ni facile techniquement, ni totalement sûr. Beaucoup d'intrusions ont lieu dans les anciens pays du bloc communiste, comme la Roumanie dont on vient de parler, la Pologne ou encore les 3 États baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, plus au nord. Charles de Saint-Sauveur, pour bien comprendre ce dont on parle, il faut décrire un peu la carte de la région. Sous l'Estonie et la Lettonie, il y a la Biélorussie qui est un allié de la Russie et il y a aussi une enclave russe en Europe. Cette région, elle est évidemment assez complexe et notamment par cette fameuse poche de Kaliningrad. 15 000 km², c'est pas très grand, mais c'est un territoire qui est russe. Alors au nord, il y a les États baltes, donc la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, et au sud, la Pologne. Tous ces pays-là sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et à l'est de Kaliningrad, il y a la Biélorussie, alors qui ne touche pas directement la poche de Kaliningrad. Il y a 65 km entre la Biélorussie, donc qui est un allié de Moscou, et ce bout de Russie. C'est un couloir qui s'appelle le corridor de Suwalki, que personne ne connaît aujourd'hui, mais qui pourrait devenir une espèce de ligne de faille dans la nouvelle guerre froide qui se profile entre la Russie et les pays de l'OTAN. J'ajoute aussi que Kaliningrad est stratégique pour Moscou parce que c'est non seulement un port, c'est le seul port qu'a la Russie dans la mer Baltique. C'est un port qui ne gèle pas. Le deuxième élément déterminant, c'est que c'est 15 000 km² très très militarisé. Romain Corda, dans ce contexte, à partir du 9 septembre, vous êtes en reportage en Lituanie. D'abord, présentez-nous plus précisément ce pays. Expliquez-nous l'essentiel à savoir sur la Lituanie et sa position géographique par rapport à la Russie.
La Lituanie, c'est un petit pays, ça fait moins de 3 millions d'habitants, petit pays aussi par la taille, c'est plus petit que la région Occitanie par exemple chez nous, et la Lituanie est prise en étau, donc entre la Biélorussie à l'est et donc cette fameuse enclave de Kaliningrad à l'ouest. Donc c'est vraiment le pays le plus exposé parmi les pays baltes parce que c'est le plus au sud de ces pays et donc s'il venait à tomber, eh bien l'Estonie et la Lettonie seraient totalement isolées du reste de l'OTAN en fait. En plein cœur de la Lituanie, dans la ville de Kėdainiai, vous visitez un collège où les élèves, des ados de 10 à 14 ans, apprennent à piloter des drones. Oui, il y a 9 garçons qui ont en effet de 10 à 14 ans et d'abord ils s'entraînent sur des simulateurs sur leurs ordinateurs et puis ensuite ils commencent à manipuler avec une manette un petit drone dans la salle de classe où ils doivent contourner différents obstacles qui ont été posés dans la salle de classe. Donc c'est vraiment des sortes de travaux pratiques pour apprendre à manipuler ces engins volants. Un cours dans le cadre d'un programme national beaucoup plus vaste, plus de 3 millions d'euros sont investis et à terme, des milliers de jeunes doivent être formés en Lituanie. Le but, c'est aussi de donner envie à certains de ces jeunes de s'engager dans l'armée ou en tout cas de les sensibiliser à un risque de guerre avec la Russie. Oui, c'est totalement assumé, parce que c'est organisé avec le soutien du ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation. Alors bien sûr, les drones, ça peut servir à plein de choses dans la société de demain. Il y a des usages dans l'agriculture, dans plein de champs possibles. Mais évidemment, c'est aussi une question de sécurité nationale. Donc voilà, les créateurs du programme me disent que, idéalement, ils espèrent que 15-20% des jeunes se passionneront pour les drones et se formeront demain dans des filières, par exemple, d'ingénieurs et rejoindront éventuellement l'armée plus tard. C'est aussi l'occasion, ces cours, d'aborder des sujets d'actualité comme ces fameuses incursions de drones, de parler de patriotisme et de citoyenneté. Robin, quand vous êtes en Lituanie, au même moment, pendant 5 jours, du 12 au 16 septembre, la Russie organise un grand exercice militaire en Biélorussie. Racontez-nous ça. Ce sont des exercices qui ont lieu tous les 4 ans, qui mobilisent des dizaines de milliers d'hommes, des blindés, différents appareils des deux armées. Ce sont des exercices qui s'appellent Zapad et ils sont particulièrement connus parce qu'il y a 4 ans, ces exercices ont servi à disposer différentes unités qui ensuite allaient envahir l'Ukraine. D'un mot, cette fois-ci, contrairement à il y a 4 ans, le nombre de militaires russes impliqués dans l'exercice Zapad est beaucoup moins important. Oui, parce que forcément, l'armée russe, elle est d'abord mobilisée en Ukraine, mais les exercices restent impressionnants. Je me souviens que je parle par exemple à une habitante qui me dit qu'elle a regardé à la télévision ces exercices-là. Forcément, dans la région, on reçoit la télévision biélorusse et elle a été hyper impressionnée. Elle me dit, en 3 mouvements, ils envahissent notre pays. Et justement, vous vous rendez dans une commune située à la frontière avec la Biélorussie, Krakounai. À quoi ressemble cette frontière et comment les habitants vivent la proximité avec cet allié russe dans ce contexte d'intrusion aérienne russe en Europe ? C'est une frontière qui est d'abord quasiment intégralement fermée et elle est même barricadée, si on peut dire, puisqu'il y a des différents dispositifs, par exemple anti-chars, qui ont été posés, ce qu'on appelle des dents de dragon. Donc c'est des structures en forme de petites pyramides qui sont destinées à piéger les chenilles des blindés. Il y a bien sûr des barbelés, des caméras de sécurité et puis il y a des checkpoints militaires. Donc quand on conduit en voiture, on se fait arrêter, il faut montrer ses papiers, les soldats fouillent le coffre des véhicules. Il y a un climat relativement oppressant. Voilà, les habitants ont pris l'habitude de vivre sous la menace de leurs voisins. Et ce qu'il faut préciser, Robin, c'est que la Lituanie, comme les autres pays baltes, ils n'ont pas d'avions de chasse pour se défendre eux-mêmes. Non, ils n'ont pas d'avion de chasse, donc ce sont les partenaires de l'OTAN qui font la police du ciel, qui surveillent le ciel des pays baltes, et ça marche par rotation. Donc moi, l'an dernier, par exemple, j'ai été sur une des bases de l'OTAN en Lituanie, et j'ai passé du temps avec des pilotes de chasse français. Plusieurs fois par jour, il y a une alerte parce qu'il y a un objet volant qui est repéré dans le ciel. Ça peut être un chasseur russe qui s'approche trop près des frontières, etc. Et les pilotes de chasse qui gardent sur eux en permanence leur uniforme courent à toute vitesse vers leur avion et décollent pour aller protéger les frontières de l'Europe. Charles de Saint-Sauveur, il faut aussi parler de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, l'organisation militaire de défense des Occidentaux issue de la Seconde Guerre mondiale. L'OTAN mène un exercice militaire d'ampleur en ce mois de septembre dans la région, notamment en mer Baltique.
Oui, c'est ça. Du 22 au 26 septembre, cet exercice militaire de très grande ampleur s'appelle Neptune Strike 25-3. Bon, c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est une opération maritime essentiellement qui se déroule autour du navire amiral qui est l'USS Gerald Ford, qui est le plus grand porte-avions du monde, avec autour toute une escouade de frégates, de sous-marins, de navires amphibies, de destroyers, etc. Ça réunit une petite quinzaine de pays, sont 13 exactement, dont la France, dont l'Estonie, la Finlande, tous ces pays de l'OTAN. L'idée et l'objectif, c'est évidemment de s'entraîner entre alliés, de montrer qu'ils peuvent effectivement coopérer entre nations, mais aussi coopérer entre différents types d'armées, tout ce qui est marine, évidemment les avions, le terrestre, et puis évidemment le message s'adresse aux Russes de leur montrer qu'effectivement, si jamais il y a agression, en face, il y aura vraiment du répondant. Le 19 septembre, 3 avions de chasse russes violent l'espace aérien européen dans l'un des 3 pays baltes, en Estonie. Ces chasseurs MiG russes survolent, donc c'est complètement interdit, le ciel estonien pendant une douzaine de minutes. Quand on parle de chasseurs ennemis, c'est une éternité, 12 minutes, autour de l'île de Väinölä. Donc c'est dans le golfe de Finlande, dont on a dit qu'il était vraiment stratégique, une zone très très disputée, une zone testée par les Russes. Alors c'est pas la première fois qu'il y a un survol interdit, c'est même la 4e fois, mais là, autant de chasseurs russes dans le ciel de l'OTAN, ça s'était jamais vu, c'est d'une audace sans précédent. Là, vraiment les Russes ont poussé un peu plus loin les curseurs. Ces survols russes de l'espace aérien européen, que ce soit avec des drones donc ou avec des MiG, ils inquiètent les pays membres de l'OTAN ? Oui, forcément, puisque c'est encore un peu plus de pression de la part des Russes, un peu plus de provocation. On se demande ce qu'ils veulent. Et en même temps, l'OTAN a plus que les moyens de réagir. Si Poutine devait envahir, agresser un pays de l'OTAN, il y a immédiatement l'article 5 qui s'applique, c'est-à-dire la solidarité de fait entre les pays membres de l'Alliance. Et donc, Poutine aurait certainement beaucoup plus à perdre. Sans doute qu'il teste en ce moment même et de plus en plus les velléités de l'OTAN, savoir si effectivement les États-Unis sont bien derrière. Donc voilà, c'est une façon pour Poutine d'avancer ses pions, en quelque sorte de mettre le pied dans l'eau sans se mouiller complètement. D'un mot, les Russes, ils reconnaissent ces survols ? Les Russes nient absolument tout, d'ailleurs avec une mauvaise foi qui ne trompe personne, mais effectivement pour eux il n'y a pas de violation de l'espace aérien de l'Estonie, ni de l'espace aérien roumain, ni de l'espace aérien polonais. Bon bref, effectivement ils nient en bloc, ils ne disent même pas qu'il y a une erreur, c'est simplement que ça ne s'est pas passé. Le mardi 23 septembre, nouveau survol de drones, cette fois au Danemark, à Copenhague et en Norvège, à Oslo. Et le même jour, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à New York à la demande de l'Estonie pour parler justement des survols dont on vient de parler. Charles, c'est rarissime que ce pays, l'Estonie, demande une réunion du Conseil de sécurité ? C'est tellement rarissime que c'est la première fois en 34 ans. 34 ans, c'est donc la chute du rideau de fer et la dislocation de l'Union soviétique. Je rappelle que l'Estonie était une des républiques soviétiques. Donc depuis qu'elle a acquis son indépendance au tout début des années 1990, elle n'avait jamais demandé cette réunion du Conseil de sécurité. C'est dire la gravité du moment. Et ce jour-là, aux Nations Unies, les États-Unis ont haussé le ton au sujet de la Russie. Oui, les États-Unis, effectivement, ont eu cette déclaration. Ils ont promis de défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. The United States and our allies will defend every inch of NATO territory. Russia must urgently stop such dangerous behavior. C'était pas mal de le préciser parce que, effectivement, depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a quand même un petit doute sur ses intentions, sur le fait qu'il tourne ou non le dos à l'OTAN. Donc bon voilà, on ne va pas forcément prendre chaque mot de Donald Trump au pied de la lettre, mais néanmoins la déclaration était suffisamment forte pour adresser un message assez ferme à la Russie. C'est sans doute ce qu'elle voulait d'ailleurs entendre en agissant de la sorte dans le ciel estonien. Le président français Emmanuel Macron est sur la même ligne que les États-Unis le 24 septembre. Dans une interview à France 24 et RFI, Radio France Internationale, il appelle les pays touchés par ces survols à répondre de façon plus ferme. Oui, alors il dit que l'OTAN a réagi de manière proportionnée en rehaussant sa posture de défense, ce sont ses mots. Nous ne pouvons pas laisser installer l'idée que la Pologne, l'Estonie, la Roumanie seraient en situation de faiblesse. Il dit autre chose, il dit que ça va sans doute pas s'arrêter là et que s'il y avait de nouvelles provocations avec des nouvelles incursions dans des espaces aériens de l'OTAN, en gros, il faudrait, ce sont ses mots, monter notre réponse d'un cran. En gros, pour lui, il n'est pas question de laisser penser que la Russie peut tout se permettre dans le ciel européen.
aux confins de l'Europe orientale, c'est-à-dire en Estonie, en Pologne ou en Roumanie, parce qu'il dit l'étape d'après, ce sera l'Allemagne et la France. L'étape d'après, c'est l'Allemagne, puis nous. Charles de Saint-Sauveur, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces survols? Est-ce que Vladimir Poutine risque d'attaquer un autre pays après l'Ukraine? Alors, effectivement, on pense à la Moldavie, qui est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN, qui est un pays qui est entre la Roumanie et l'Ukraine, et qui paraît très faible, et d'autant plus faible qu'il y a une province séparatiste à côté qui s'appelle la Transnistrie, et qui est blindée, en quelque sorte, de soldats russes. Donc, il faudrait vraiment très peu de temps au Kremlin, s'il le décidait, pour envahir ce pays. Pour les autres pays, c'est-à-dire ceux de l'OTAN, Poutine prendrait vraiment un très très gros risque. J'ajoute aussi que l'Ukraine était vraiment dans sa cible parce que pour lui, il considère que c'est le monde slave, ce qui n'est pas forcément le cas des pays baltes, ni de la Pologne, ni de la Roumanie, etc. Donc, a priori, il y a quand même peu de chances pour que Poutine s'attaque à ces pays. En revanche, il y a beaucoup de façons de s'en prendre aux pays de l'OTAN, notamment tout ce qu'il fait en matière de guerre hybride, d'attaques de désinformation, d'opérations de déstabilisation, tous ces drones parasites, tous ces avions qui survolent l'espace de quelques minutes le ciel européen. Voilà, Poutine, il a d'autres cartes en main pour nous déstabiliser, pour essayer de nous faire peur et pour attiser en quelque sorte les divisions dans les démocraties occidentales. Merci à Robin Corda et Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grossis, Clara Garnier-Amouroux et Anaïs Godard. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, chaque samedi une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.